Vous le savez déjà tous probablement, mais le cinéma d'horreur regorge d'héroïnes en tout genre. C'est peut-être même l'un des genres cinématographiques les plus enclins à proposer des rôles féminins importants, voire en personnage principal. Malheureusement, il est assez courant que ces protagonistes soient pauvrement écrites, voire même complètement caricaturales, correspondant à des clichés datés et guère reluisants pour l'image de la femme, ou même pour l'image de l'être humain tout court. Il n'y a qu'à voir le nombre de final girls stéréotypées que les slashers nous ont sortis au fil des années, avec des codes extrêmement restrictifs aussi bien dans leur scénario que dans l'écriture de leurs personnages. Mais il existe tout de même pas mal de personnages féminins intéressants dans le cinéma d'horreur qui sortent des carcans imposés par les cahiers des charges des productions de genre, ou tout simplement proposent une vision intéressante ou sont bien écrits. C'est le cas pour la demoiselle dont nous allons parler aujourd'hui, tantôt victime de crimes effroyables, tantôt héroïne vengeresse. Jennifer Hills aura, à travers les décennies, provoqué diverses émotions à plusieurs générations de spectateurs. Et aujourd'hui, il est temps de la mettre encore un petit peu plus en avant. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce bestiaire de l'horreur. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Jennifer Hills est le personnage principal de la franchise I Spit on Your Grave, littéralement Je crache sur ta tombe, qui comprend actuellement 5 films différents. Jennifer apparaît dans 4 d'entre eux. I Spit on Your Grave ou Œil pour œil de Meir Zarki, sorti en 1978, et sa suite I Spit on Your Grave déjà vu, toujours de Zarki, est sorti en 2019. En parallèle, un remake du premier film est sorti en 2010, I Spit on Your Grave de Stephen R. Monroe, qui connaîtra 2 suites, dont le troisième volet, I Spit on Your Grave Vengeance is Mine de R.D. Bronstein, sortira en 2015. Le deuxième opus de cette trilogie ne met pas Jennifer Hills en scène et ne nous intéresse donc pas aujourd'hui. A noter que le film de 1978 connaîtra également une sorte de suite non officielle en 1993, Savage Vengeance de Donald Farmer, dont nous ne parlerons pas non plus mais qui reste intéressante à mentionner. I Spit on Your Grave n'est probablement ni plus ni moins que le plus célèbre Rape and Revenge, un sous-genre du cinéma d'horreur et assez généralement du torture porn qui propose la plupart du temps une structure narrative similaire. Une jeune femme se fait violer et laissée pour morte par un ou plusieurs hommes, puis décide de se faire vengeance elle-même. Vous reconnaîtrez la trame d'œuvres telles que La Dernière Maison sur la gauche, Les Chiens de paille ou encore la saga de la femme Scorpion sans souci. Et I Spit on Your Grave ne propose pas un scénario d'une grande richesse, puisque correspondant exactement à la maigre description que je viens de donner. Sa force se trouve ailleurs et notamment dans ce personnage principal de Jennifer Hills, brillamment interprété par 2 actrices, Camille Keaton pour le film original et sa suite, et Sarah Butler pour le remake et sa suite. Et du coup, comme souvent dans ce genre de cas, vous aurez compris qu'il existe 2 timelines différentes. Celle du film originel et celle du remake. Sachez que dans les 2 cas, pour les 2 films nommés I Spit on Your Grave, on nous propose un film relativement similaire, ne serait-ce que par rapport à son scénario. Là où les 2 timelines sont très différentes, c'est concernant les suites de ces 2 premiers films, car celles-ci sont radicalement différentes, que ce soit dans leurs histoires, ou dans le traitement de leur personnage principal, à savoir Jennifer Hills. Et d'ailleurs, voici une petite présentation du personnage sur qui elle était au commencement. Les 2 films nous proposent un début d'histoire exactement pareil. Jennifer Hills est une jeune romancière de New York qui loue un chalet dans une région paradisiaque de la campagne américaine, perdue au milieu de nulle part, le but étant de passer un mois dans un calme total afin d'écrire son nouveau livre. Sur le chemin, elle ne manquera pas de se faire remarquer par les occupants d'une station-service guère habitués à voir débarquer des citadines dans leur patelin et encore moins d'aussi jolies femmes. Ainsi, après quelques jours dans ce cadre idyllique, les événements tourneront au cauchemar pour Jennifer quand un groupe de 4 hommes, formés par les mecs de la station-service et leur souffre-douleur attardé, débarqueront chez elle, l'emmèneront dans les bois pour la violer de façon horriblement violente, puis la laisseront pour morte. Seulement voilà, ils ont raté leur coup et Jennifer décidera de se venger en les tuant un par un. Et c'est ici que nous allons pouvoir commencer à parler des différences entre les 2 timelines, car selon moi, celles-ci sont assez intéressantes.
Dans cette version, le calvaire que subira Jennifer sera terriblement long, ses agresseurs prenant un malin plaisir à la tourmenter de façon psychologique en plus des agressions physiques et sexuelles. Ils la violeront un par un, certes, mais pas d'une traite. Après chaque exaction, ils la laisseront s'en aller, lui laissant croire qu'elle est désormais sauvée et que son cauchemar est terminé, pour chaque fois ressurgir de nulle part et recommencer, jusqu'à ce qu'elle soit laissée pour morte. Ces agissements cruels donneront l'impression d'une traque dont Jennifer est la proie sans aucun moyen de lutter face à ses tortionnaires, plus forts physiquement et plus nombreux qu'elle. Mais elle saura à son tour prendre ce rôle de tourmenteuse psychologique, de chasseresse. Déshumanisée par les événements qu'elle a subis, comme si son esprit n'occupait plus son corps, elle décide de mettre un terme à la vie de ses violeurs et pas de n'importe quelle manière. Pour chacun d'entre eux, elle réserve un châtiment qu'elle estime approprié. Mais loin de se cacher et de les attaquer par derrière, elle se montre au grand jour, joue de ses charmes si attrayants à leurs yeux de porcs brutaux pour les manipuler. Ainsi, ce qui les avait attirés depuis le début, à savoir sa beauté physique et son côté inaccessible, causera également leur perte. Oubliant toute logique, ils se laissèrent aller à ses tentatives pour les charmer, comme si elle les envoûtait. Et sa vengeance, elle réussira à la récolter dès le moment où, sa victime sur le point de jouir, elle choisira ce moment pour abattre la mort sur eux, laissant sa proie mourir de plaisir ou jouir de douleur. C'est selon. Ce n'est qu'ainsi qu'elle aura l'impression de prendre sa revanche sur ceux qui ont profité de son corps, lui ont enlevé le droit au consentement sexuel et fait d'elle un objet, en leur faisant croire que désormais elle leur donnerait ce qu'ils voulaient jusqu'au dernier instant, avant de tout le reprendre en une seule fois. Malheureusement pour elle, son calvaire ne sera pas fini, et 41 ans plus tard, sa fille et elle seront enlevées par les familles de ses anciens tortionnaires, à leur tour avides de vengeance, la considérant comme une créature dévergondée, un suppôt de Satan usant de ses charmes pour assassiner ses victimes. Elle qui avait réussi à se relever de cette histoire atroce, en avait fait un livre qui lui avait permis de devenir riche et célèbre, et avait été innocentée par la justice des hommes, faisant d'elle une victime reconnue et soutenue. Finalement, elle se fera trancher la tête par une autre femme qui, elle, n'a jamais fait le choix de devenir une louve ensorceleuse. Une bien triste fin pour celle qui aura subi autant d'actes odieux dans sa vie et qui aurait bien mérité de finir tranquillement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des différences à faire entre cette Jennifer Hills et celle présentée par le remake. Ce que cette Jennifer Hills subira sera physiquement 1000 fois plus atroce encore que pour sa grande sœur. Le viol sera d'une brutalité difficile à supporter et le groupe de violeurs sera cette fois renforcé par la présence infâme du shérif local, empêchant en plus à la jeune femme le moindre soutien des autorités policières dans son calvaire. Moins de torture psychologique cette fois, si ce n'est le traumatisme gigantesque lié au viol, évidemment, mais encore plus de violence physique, comme si ça n'était pas déjà suffisant. Mais cette extrême brutalité servira à Jennifer qui perdra toute notion de pitié et se vengera de ses bourreaux en devenant elle-même la pire des tortionnaires. Pour elle, aller chercher la paix devait immanquablement passer par une souffrance extrême et la mort brutale de tous ses agresseurs. Et laissez-moi vous dire qu'ils passeront le sale quart d'heure qu'ils méritaient et personne ne les plaindra. Par contre, la suite pour elle sera moins jolie. Contrainte de fuir et de se cacher après l'assassinat du shérif, qui reste un représentant de la loi, elle changera d'identité pour devenir Angela Jitrenka. Devant la difficulté de se remettre de ces événements traumatisants, elle verra une psychiatre et un groupe de soutien de victimes de viol. Dépressive, on verra son quotidien devenir de plus en plus lugubre, notamment à travers l'état de son appartement, qui tombe littéralement en ruine. Volets qui tombent, plantes qui meurent, etc. Mais tout semblera aller mieux lorsqu'elle rencontrera Marla dans son groupe de soutien, une jeune femme qui lui apprendra à transformer sa peur et son traumatisme en force, à briser, selon ses propres mots, ses chaînes d'esclaves féminines et à définitivement prendre son indépendance dans ce monde gouverné par les hommes. Elle lui apprendra à ne plus se laisser faire par tous ces gars qui l'interpellent dans la rue et la harcèlent et à ne plus vivre dans la peur. À partir de là, Jennifer commencera à aller mieux et arrangera même son appartement, achetant de nouvelles décorations, une nouvelle plante bien verte et une peinture de papillons, symbole de sa propre transformation. Malheureusement, Marla sera violée et tuée par son ex-petit copain, plongeant Jennifer dans une profonde détresse. Elle retrouvera ses pulsions d'antan et, désormais protectrice des femmes, se mettra à venger toutes les filles qu'elle connaît de leurs bourreaux masculins, de leurs violeurs, qu'ils soient petits copains, beaux-pères ou inconnus, toujours avec une extrême violence. Le film la comparera même à Lucifer, à la base l'un des plus beaux des anges, pour devenir la créature vengeresse que nous connaîtrons plus tard. De telles différences scénaristiques nous donneront évidemment deux personnages différentes, et notamment dans leur personnalité. Et même si vous pouvez déjà commencer à le deviner, voyons ensemble les personnalités et différences de traitement entre ces deux anti-héroïnes.
Même si elles ont subi les mêmes atrocités à peu de choses près, les deux Jennifer finissent de façon très différente. Il faut aussi noter que leur traitement a été fortement influencé par le contexte des deux œuvres, séparées par de nombreuses années. La première Jennifer Hills, dans un premier temps brisée par les horreurs qu'elle a subies, semblera être délivrée par l'accomplissement de sa vengeance. On verra plus tard qu'elle a pu refaire sa vie et qu'elle a même transformé ce viol en force. D'une part en faisant un bouquin qui la rendra riche et célèbre, d'une autre en élevant et aimant sa fille, Christy, qui n'est autre que l'enfant qu'elle a eu suite au viol. Ainsi, elle a accepté ce qui lui était arrivé et a bâti les fondations solides de sa nouvelle vie sur ces horribles tortures, pour le transformer en quelque chose de beau qui lui a permis d'avancer. De plus, comme dit précédemment, elle a été jugée innocente par la justice et reconnue par l'opinion publique comme victime, et elle a donc été soutenue autant par les médias que par les autorités ou les citoyens. Elle n'est pas restée seule et tous ces facteurs auront été importants pour lui permettre d'avancer. Il y a évidemment une certaine naïveté dans ce message, mais qu'on pourrait tout de même qualifier d'optimiste, et on aimerait un petit peu plus le retrouver dans la réalité. Forcément, c'est pour ainsi dire l'opposé exact de ce qui nous est renvoyé avec l'autre Jennifer Hills. Violée par un policier, entre autres, l'autre Jennifer, qui s'est montrée d'une violence inimaginable, torture porn oblige, n'aura pas le droit au soutien de la justice. Elle devra fuir, se cacher, inlassablement, changer d'identité, elle ne pourra compter que sur elle-même pour se protéger. Pire, ses rares soutiens subiront invariablement le même sort qu'elle, à l'image de son amie Marla, qui était d'une grande aide pour elle, avant de l'abandonner contre sa volonté et de la laisser à nouveau seule, livrée à elle-même. Aucun soutien, aucun répit, aucune façon pour Jennifer de tirer un trait sur ce qui lui est arrivé. Toute sa vie est conditionnée par ses viols. Elle voit une psy qui ne fait pas grand chose pour lui permettre d'avancer, puis un groupe de victimes de viol. Entre son lieu de travail et son domicile, elle est constamment harcelée par des petites frappes, lui rappelant sans cesse d'horribles images de son passé. En fait, c'est simple, elle a perdu tout goût pour la vie et son existence n'est plus que solitude. Ainsi, lorsqu'elle se mettra en quête d'agresseurs à assassiner, sa descente aux enfers se transformera en folie pure. Sa seule façon de se protéger désormais est de perdre l'esprit pour changer sa réalité. Elle finira même par rechercher proactivement des hommes à tuer, cherchant à les provoquer pour qu'ils dévoilent leur nature de violeur, la seule nature qu'elle connaît désormais des représentants de la gente masculine. Cette folie causera sa perte, l'amenant tout droit en prison, où son esprit continuera de créer un monde dans lequel sa force lui permet de s'en sortir. Finalement, ces viols auront juste littéralement détruit sa vie, et ce, malgré sa vengeance. Et malheureusement, cette façon de traiter le traumatisme est probablement bien plus réaliste, quoique, je l'espère, exagéré tout de même. Dans tous les cas, pour revenir à l'aspect plus cinématographique de la chose, ça nous a tout de même donné quelques meurtres d'anthologie, puisque Jennifer Hills fait tout de même 11 meurtres en 4 films. Et comme d'habitude dans mes bestiaires de l'horreur, voici le fameux top 5 des meurtres les plus impressionnants de la franchise I Spit on Your Grave.
J'espère que ce top vous aura plu, sachant que j'ai pas pu mettre le véritable numéro 1 selon moi, puisqu'on y voit tout de même un zizi se faire déchiqueter, et je crois que YouTube n'aurait pas apprécié cela. Enfin bref, il est temps de revenir sur d'autres différences entre les deux Jennifer, histoire de mieux comprendre les deux personnages, en donnant leur conclusion à toutes les deux, et ce sera également la conclusion de ce bestiaire de l'horreur. Maintenant. Dans la première timeline, les couleurs sont belles, chaudes, variées. Dans la seconde, c'est tout l'inverse. Elles sont ternes, rares, sombres. Cela symbolise bien les différences d'univers que connaissent ces deux Jennifer différentes. Mais elles ont tout de même une caractéristique commune et pas des plus joyeuses. Elles finissent mal. La première Jennifer finit décapitée, assassinée par l'ex-compagne de l'un de ses violeurs, jalouse de celle qu'elle considère être la maîtresse de son défunt mari. Elle avait réussi à se relever, mais a fini rattrapée par son passé de la plus horrible et irréaliste des façons, tuée par une bien triste personne, une femme prisonnière de son mariage jusqu'à rester volontairement aveugle devant les actes horribles que son ancien compagnon avait pu commettre. Le pire étant probablement que Jennifer passera sans le vouloir le relais à sa fille, qui connaîtra donc le même sort qu'elle et se vengera à son tour, en même temps qu'elle vengera le meurtre barbare de sa maman. La deuxième Jennifer, elle, finira en prison, à moitié folle, abandonnée de tous, et en fait sans aucune lueur d'espoir pour l'éclairer. Sa seule amie, connue l'espace de quelques jours seulement, sera elle aussi violée et tuée, la laissant de nouveau seule. C'est terrible à dire, mais pour elle aussi le viol aura été destructeur, sa vie entière aura été brisée, et celle qui avait une brillante carrière d'écrivaine devant elle deviendra une meurtrière et sera jugée coupable pour cela. En cette caractéristique commune, ces films donnent ainsi leur seul aspect réaliste. Le viol détruit la vie de ses victimes. Et si, dans la vraie vie, les filles ne se retournent pas ou presque jamais contre leurs agresseurs pour se venger, elles sont bel et bien détruites. Pour moi, Jennifer Hills, malgré sa force et ses moments badass, doit avant tout nous rappeler qu'elle est une victime, et que des victimes comme elle, dans la réalité, il y en a des milliers. Et c'est pour toutes ces raisons que Jennifer Hills est devenue réelle. Ainsi, lorsque vous voyez passer une fille dans la rue, faites attention à vos commentaires, à votre façon de lui parler. Qui sait, vous finirez peut-être dans une cave sombre, avec un tuyau dans le cul. Et ce sera bien fait pour vous.